Chapitre 18 L'hivernage du Neptune de Angèle l'Indien blanc de François Place. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, à partager et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci. Alors, l'hivernage du Neptune, chapitre 18. À bord du Neptune. Pendant le terrible hiver qui suivit la prise du Neptune dans les glaces, 15 membres de l'équipage périrent du froid. On mangea les réserves de viande salée, de biscuits, puis les rats qui n'avaient pas gelé, puis le cuir des chaussures des marins morts. Les nuits de pleine lune, lorsque le vent cessait de tourner comme un loup affamé autour du camp, enseveli sous la neige, le commandant Louis-Antoine de Cartery menait lui-même quelques sorties de chasse contre les phoques établis sur les rochers du bout de la presqu'île. On avait renoncé aux armes à feu, rendues inutilisables par l'extrême froidure, car la poudre faisait long feu, et les rares fois où elle avait consenti à s'enflammer, le canon des fusils, couvert de givre, s'était ouvert comme une fleur d'acier délivrée par l'explosion. Il fallait s'en tenir au harpon, dont le métal arrachait la peau des mains. Quand les hommes s'éloignaient du camp de base, couverts de leurs manteaux grossièrement cousus et bottés d'énormes manchons taillés dans les mêmes peaux de veaux marins, ils se dandinaient de façon grotesque, jambes et bras écartés. Tous leurs gestes avortaient par manque d'amplitude et de vigueur. Le simple fait de respirer mettait au supplice des poumons et des bronches cisaillés par la douleur. Chaque bête tuée demandait des efforts démesurés, y compris pour la dépecer. Mais la récompense était là, cette chair tiède et puante qui s'offrait comme un baiser à la morsure du couteau. Dans ces cas-là, même le pauvre cigognier de chauverie, pourtant rompu aux manières de cour, se jetait comme les autres sur la dépouille pour se gorger de la graisse encore chaude et du sang noir de l'animal. Il revenait en trébuchant, courbé sous les quartiers de viande. La maigreur, la crasse et l'épuisement les faisaient ressembler à une tribu primitive, en butte au jeu cruel d'un dieu pervers. D'ailleurs, depuis la disparition de l'aumônier, ils n'arrivaient plus à prier. Il était arrivé plusieurs fois que le petit nuage de leur haleine, en sortant de leur bouche, gèle au contact de l'air glacial et se brise en tombant sur la glace, dans un étrange tintement de cristal. La tempête empira encore les rigueurs du froid. Le scorbut, cette terrible maladie qui gonfle les gencives et fait tomber les dents, s'annonçait en prenant tout son temps. Un autre danger, peut-être pire, venait de la perte de la raison. Certains voulaient s'exposer dévêtus aux bourrasques de neige, d'autres commençaient à se dévorer l'avant-bras pour tromper leur faim. La discipline de fer imposée par le commandant de Cartery empêcha sans doute quelques-uns de devenir fous, mais la plupart sombraient dans une égale indifférence à tout ce qui pouvait advenir. C'est ainsi qu'un homme perdit son pied, sans s'en rendre compte, simplement parce qu'il s'était endormi trop près du foyer. Le feu l'avait dévoré pendant son sommeil, sans le déranger autrement que par une vague démangeaison. En se réveillant, le brûlé accusa son plus proche voisin de l'avoir découpé pour le manger. Insensible à la douleur, il semblait plus indigné de n'avoir pas eu sa part, qu'il réclamait à grands cris plutôt que la disparition de son pied. Cela fit beaucoup rire dans un premier temps, mais, comme il devenait violent, on dut le ligoter et le bâillonner pour le soigner, et il mourut quelques heures plus tard, toujours persuadé qu'on l'avait trompé. Claude Voiturin avait renoncé au dessin. Il faisait trop froid pour tenir une plume sans trembler, et l'encre gelait dans les flacons. Il tenait des conversations décousues avec le Bosco à propos des meilleurs plats qu'il mangerait de retour au pays, mais ils en avaient tant et tant remâché les mots qu'ils n'en retrouvaient plus le goût. Imperturbable, le sablier du bord continuait d'égrener le temps. On éteignait les lampes pour les économiser, et parfois les hommes chantaient pour se désennuyer, ou bien ils se racontaient des histoires. Le maître charpentier était un fameux conteur avec une langue verte émaillée de jurons. Voiturin récitait des poèmes pour faire revivre des amours de bergère ou les facéties des animaux jouant dans les fables, mais leur voix se figeait bien vite malgré eux. Vidé de sa chaleur et de son énergie, et la lassitude reprenait l'auditoire en le récitant, en le plongeant dans une même torpeur hébétée. Ne subsistait plus que le noir, quelques reflets rougeoyants et un concert de ronflements. Ils seraient tous morts les uns après les autres si le soleil reprenant ses quartiers n'avait
chasser pour de bon la longue nuit derrière eux. Il installa sa course dans le ciel en l'éclaboussant de ses rayons. Reflété par le bleu profond des ondulations, des marines, sa vive lumière poudroyée de l'aube au crépuscule, miroitant à la surface de dizaines de milliers de glaces à la dérive. Louis-Antoine de Cartery s'inquiétait pour le Neptune. La débâcle était tout aussi dangereuse que l'emprise dans les glaces. Les fissures qui s'agrandissaient partout en crevasses libéraient des forces considérables et le moindre coup de vent accentuait leur effet de cisaillement. Il fallait prier pour que ce mystérieux courant chaud qui avait jusque-là protégé le vaisseau continue son travail de fonte en douceur en ménageant la coque. Accompagné de ses quartiers-maîtres, du voilier, du charpentier, il mena toutes les inspections nécessaires. Un premier constat montra qu'aucune voie d'eau apparente ne s'était produite dans les profondeurs du vaisseau. Cependant, si la structure était globalement intacte, le bois avait joué en de multiples endroits, et nul ne pouvait prévoir si les œuvres vives pouvaient supporter une nouvelle navigation. Le Neptune avait tenu bon, mais il était épuisé, l'hiver l'avait usé avant l'âge, et pour la première fois de sa vie, Louis-Antoine de Cartery tint conseil avec ses subalternes avant de prendre une décision. On pouvait prélever sur le bâtiment assez de bois d'œuvre pour construire 2 grandes chaloupes pontées à voilure réduite, plus aisément manœuvrables, et tenter de rejoindre ainsi le premier port de la côte sud de l'Amérique. C'était la proposition du maître charpentier qui se méfiait des surprises cachées par un navire malmené pendant tout un hiver. Quand un animal se blesse, on sait d'emblée s'il y a quelque chose à tenter pour le sauver. Mais lorsqu'il tombe malade d'une de ces maladies pernicieuses qui s'installent au fil des mois, cela ne se voit pas toujours. Et quand on s'en rend compte, il est souvent trop tard. Un vaisseau qui souffre est pareil. On ne l'entendra jamais se plaindre, et une fois en mer, il va son chemin, et il tient tant qu'il peut. Un beau jour, il lâche prise, sans crier gare. Il coule à pic et entraîne avec lui toutes les âmes qui lui sont confiées. Je ne suis pas sûr que notre pauvre Neptune tiendrait plus de 3 jours à essuyer un grain. Peut-être mes 2 chaloupes ne suffiraient pas pour embarquer ceux qui restent de l'équipage, sans compter la quantité d'eau et de vivres nécessaires à sa survie, fit remarquer le commandant. Je n'ai pas assez de matériaux pour en construire 3, s'excusa le charpentier, et celle qui nous reste est trop légère pour une grande traversée. Très bien. Contentons-nous d'en construire 2 pour les hommes encore valides, suggéra Sigonier de Chauvry. Monsieur de Chauvry, personne ne restera en arrière, le cingla vertement le commandant. Cela n'arrivera pas une seconde fois. Si vous permettez, insista l'académicien, nous n'avons pas tant que ça d'hommes en état de naviguer. Les malades deviendraient vite une charge insupportable. Louis-Antoine de Cartery ne daigna pas lui répondre. Il se releva en recoiffant son chapeau et ordonna d'apprêter le vaisseau. Tant mieux, souleva le Bosco dans sa barbe. Je préfère risquer le tout pour le tout avec notre bon vieux Neptune, et le temps qu'il durera, on y sera à l'abri. Et il vaut mieux couler avec lui plutôt qu'embrasser les vagues dans une barcasse prête à verser au premier coup de tabac. Et c'est ce qu'ils firent. Regréer le vaisseau, en réparer les jointures avec le fond de goudron raclé dans la réserve, leur prit un mois supplémentaire. L'eau provenant de la fonte des neiges, qui ruisselait en abondance sur les pentes de la montagne, servit à remplir une trentaine de barriques. On coupa la viande de phoque, boucanée en fines tranches, et on fuma tous les poissons pêchés avant de les empiler dans des tonneaux solidement arrimés au fond de la cale. Régulièrement, le commandant montait sur la crête surveiller l'état de la mer. Les poches d'eau libre s'agrandissaient un peu plus chaque jour, sous l'influence du courant qui avait entraîné le Neptune dans ces tristes parages. On en voyait la marque en zigzag, courant vers l'est, puis le nord, et la coulure de ses eaux, d'un profond bleu turquoise à l'approche de la côte, trancher les immensités blanches en virant au vert émeraude le plus sombre. Les baleines venaient s'y ébattre en soufflant, et un matin le commandant estima la largeur du chenal suffisante pour la navigation. Il donna l'ordre d'appareiller. Et comme un vieil homme fatigué, le Neptune entama sa longue marche de retour au pays. Peut-être est-ce un miracle, mais il se sortit sans encombre des derniers champs d'icebergs, et à 150 lieues au nord de la péninsule,
il croisa les parages d'un archipel où nichaient des milliers d'oiseaux. Le commandant inspecta la dernière île à la longue vue. Il vit les rochers couverts de nids et de fientes, une végétation rase faite de buissons. Il décida d'y faire une courte halte, parce qu'ils avaient tous besoin de manger un peu de verdure. Fût-ce une chicorée chauffage pleine de sable et d'amertume, et surtout parce qu'il ne résistait pas à la perspective délicieuse de se faire enfin servir une bonne omelette à sa table. Fin du chapitre 18. Angèle l'Indien blanc de François Place. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, partager, et n'oubliez pas la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Merci.